Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025 et notre ami Tony Northfield est de retour parmi nous. Bienvenue, Michael. Welcome, Mike. Hi. Tony, let's start with... Tony, commençons par « Cela fait tellement longtemps que nous n'avons pas parlé ». Je me demandais, quel est ton point de vue sur ce qui se passe au Moyen-Orient? Nous avons assisté à tous ces changements. Le gouvernement en Syrie est tombé, tu sais, la désintégration du régime Assad. Après cela, le conflit à Gaza a continué de la même manière. Le génocide se poursuit sans relâche. Et maintenant, on voit quelque chose de différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. L'attaque contre le Qatar et le sommet qui a suivi cette attaque, avec tous ces pays qui se rassemblent. On voit l'Arabie saoudite se rapprocher du Pakistan et de l'Iran. Vous savez, ils ne parlent pas de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Ils ne parlent pas de rapprochement, ni de ce genre de choses. Mettons fin à l'animosité, à l'inimitié. C'est au-delà de ça. Il s'agit d'aller de l'avant, de s'améliorer. Et Israël attaque le Qatar, qui est l'un des pays les plus importants pour les États-Unis dans la région. Donald Trump intervient, disant qu'ils ne vont plus le faire. Et Netanyahou, quelques heures après ce que Donald Trump a dit à l'émir du Qatar, sort et déclare « Peu importe, nous allons vous attaquer encore et encore pour obtenir ce que nous voulons, pour assassiner qui nous voulons assassiner. » Quel est votre point de vue sur ce qui se passe au Moyen-Orient? C'est probablement la première fois qu'Israël est perçu comme un handicap pour la politique américaine dans la région. Alors qu'historiquement, depuis des décennies, les États-Unis comptaient sur les Israéliens pour jouer le rôle de policier local et écraser toute forme de résistance. Plus récemment, sous Trump, première version, entre 2016 et 2020, il tentait de mettre en place les accords d'Abraham pour consolider le rôle d'Israël dans la région. Mais le génocide à Gaza et aussi en Cisjordanie, il faut le dire, a été tellement scandaleux et révoltant que même ceux qui sont fondamentalement des soutiens d'Israël ou des sionistes commencent à remettre cela en question. Et cela place tous les États arabes de la région dans une situation vraiment délicate. Parce qu'auparavant, ils ignoraient en grande partie l'opinion de leur population locale qui était globalement pro-palestinienne. Et vous savez, il y avait suffisamment de répression pour empêcher toute opposition à cela. Mais cette fois, c'est à un niveau très macro, si l'on peut dire. C'est une situation où si l'un de ces États arabes, la plupart, voire peut-être tous, mais au moins la majorité, abritent des bases militaires américaines et dépendent techniquement de la défense des États-Unis. Mais contre quoi, au juste? Contre qui se défendent-ils? Qui va vraiment les attaquer? Parce que l'Iran n'était de toute façon pas en train d'attaquer aucun de ces pays. Alors, qui est-ce qui va les attaquer? Et il s'avère bien sûr que le pays qui les attaque, c'est Israël. Et puis l'attaque du Qatar par Israël a été particulièrement intéressante, parce que c'est quelque chose que les pays régionaux locaux ne pouvaient pas ignorer. Premièrement, il y a des bases militaires américaines et britanniques au Qatar. Deuxièmement, ils n'ont rien fait pour arrêter les attaques. Troisièmement, ils ont même aidé les avions israéliens à se ravitailler pour poursuivre les attaques. Donc, si jamais vous voulez, noir sur blanc, en grandes lettres, ce ne sont pas vos amis. Ce serait l'exemple évident. Je pense donc que cela a conduit à une réévaluation de la marche à suivre. Je ne parierai pas sur de grands changements dans l'année à venir, car ces pays dépendent ou ont tellement dépendu du soutien des États-Unis qu'il leur sera difficile de s'en détacher. Mais l'exemple, assez choquant quand on y pense, c'est l'accord de défense mutuelle entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. C'est vraiment tombé de nulle part. Et c'est significatif
parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que les États-Unis bloquent cela ou le transforment en autre chose. Vous savez, juste une sorte d'unité islamique ou quelque chose du genre, pas un pacte de défense mutuelle. Maintenant, ce que le pacte de défense mutuelle signifierait réellement en pratique, franchement, qui peut le dire? Mais le simple fait qu'il ait eu lieu affaiblit considérablement, sur le plan politique, la position des États-Unis dans la région et poussera sans aucun doute d'autres pays, que ce soit les Émirats arabes unis ou d'autres, à vraiment y réfléchir à deux fois et à se demander, eh bien, que faisons-nous? Comme je l'ai dit, étant donné que les États-Unis sont si profondément enracinés dans tous ces pays, il faudra un certain temps avant que quelque chose de significatif ne se produise réellement. Mais c'est le signe d'une fissure importante dans l'hégémonie américaine dans la région. Et c'est clairement quelque chose qui a été déclenché par l'attaque israélienne. Cela ne fait qu'ajouter à la colère qu'ils ressentent face à ce qui se passe à Gaza. C'est donc quelque chose que je considère comme très important pour la politique étrangère américaine et quelque chose sur lequel ils ne peuvent probablement rien faire parce que comme tout le monde le sait, les 3/4, 90%, peu importe, des membres du Congrès et des sénateurs américains sont sur la liste de paie de l'AIPAC et sont de toute façon généralement pro-sionistes, même s'ils ne sont pas officiellement payés. Cela entre un peu en conflit, ces derniers temps, avec l'opinion populaire aux États-Unis. Il y a de plus en plus de gens qui remettent en question tout ce soutien à Israël, ou qui, au minimum, se demandent si ce n'est pas un peu étrange de voir des sénateurs de haut rang se lever et dire que la première chose à faire est de défendre Israël. Et vous savez, avoir des drapeaux israéliens devant son bureau et tout ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose que l'on peut remarquer, même sans être pro-palestinien. Vous pouvez simplement être un nationaliste américain, franc et direct, du genre « l'Amérique d'abord », et vous demandez « mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout cela a donc mis en lumière un ensemble de facteurs vraiment importants qui, selon moi, vont causer de gros problèmes pour la politique américaine dans la région. Je n'irai pas trop loin sur ce point, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ces pays sont fortement liés à l'armée américaine et à tout le reste. Et ce n'est que lorsque nous verrons davantage d'efforts, comme ceux déjà entrepris, je pense par le Pakistan. Certains rapports indiquent qu'environ 80% de leur armement provient désormais de la Chine, et qu'un ou deux autres pays diversifieront un peu de toute façon. Nous assistons donc à ce genre de changement qui, s'il commence à toucher les pays du Golfe, et probablement à un moment donné l'Égypte aussi, constituerait alors un véritable bouleversement politique. Cela ne changerait pas grand-chose en soi à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Vous savez, le massacre continue. Le plus probable, à mon avis, c'est que la semaine prochaine, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y aura un vote sur la reconnaissance de la Palestine, et il est très probable qu'il ait lieu. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai dit, il n'y a pas de véritable action pour arrêter ce que fait Israël, à savoir le génocide à Gaza, malgré toute l'opposition, malgré les différentes déclarations des commissions de l'ONU et malgré tous les autres qui s'y opposent aussi. Donc malheureusement, je ne pense pas que cela changerait grand-chose sur le terrain. Mais c'est un signe que la politique suivie par les États-Unis devient de plus en plus manifestement un handicap pour eux. Tony, en plus de ce qui s'est passé récemment, même avant cela, nous avons eu pour la première fois une attaque entre deux pays au Moyen-Orient. L'Iran et Israël se sont attaqués mutuellement. Israël a attaqué l'Iran
et ils voulaient provoquer un changement de régime en Iran. C'était en quelque sorte une attaque surprise pour les Iraniens, car ils ne s'y attendaient pas, alors qu'ils étaient en négociation avec les États-Unis. Israël avait pris sa décision, et Donald Trump était au courant. Ils ont tout fait pour faciliter, pour piéger d'une certaine manière les Iraniens dans un sentiment de confort, leur faisant croire qu'il n'y aurait pas d'attaque. C'est pourquoi, dans les premières heures, Israël a été si efficace pour exercer une forte pression sur le gouvernement iranien. De nombreux commandants ont été tués lors de l'attaque. Beaucoup de civils ont été tués. Les rapports officiels en provenance d'Iran indiquent que 800 ou 900 civils ont été tués. Mais après tout, pour mettre fin à la guerre, les États-Unis ont décidé d'intervenir parce qu'ils perçoivent qu'Israël est en train de perdre. C'est pour cela qu'ils doivent s'en mêler. Qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui selon vous? Parce qu'auparavant, imaginez ce qu'Israël représentait dans l'esprit des gens au Moyen-Orient. Israël était tellement puissant militairement parce qu'il disait « Nous avons la technologie, nous avons les armes, nous avons la science, nous avons tout à notre disposition et nous pouvons l'utiliser contre vous. » Mais vous voyez le génocide à Gaza. Vous voyez la façon dont ils attaquent le Yémen, ils attaquent l'Iran, et je dirais qu'ils ont été vaincus sur tous ces fronts. Même à Gaza, ils n'ont pas pu vaincre le Hamas. Quel est le résultat de ce qu'Israël a fait jusqu'à présent dans l'esprit des gens au Moyen-Orient, selon vous? Et comment cela va-t-il influencer la région? Eh bien, je pense qu'il y a deux niveaux, en réalité. Car à un niveau plus populaire, je crois que les gens peuvent constater ce que vous venez de dire. Qu'Israël n'a pas réussi à vaincre le Hamas, n'a pas réussi à stopper le Yémen, et a rencontré toutes sortes de problèmes. De nouvelles informations sortent chaque semaine sur l'ampleur des dégâts causés par les attaques iraniennes, alors qu'auparavant, cela avait été largement censuré, même si beaucoup de gens se doutaient de ce qui s'était réellement passé. Donc à un niveau populaire, cela a en quelque sorte renforcé l'idée de qualifier Israël d'entité plutôt que d'État, une entité transitoire, une tâche sur le système, un cancer dans la région, ce genre de choses. Cela a probablement renforcé ces idées. Mais cela n'a pas vraiment eu tant d'effet, sauf pour ce dernier développement en Arabie Saoudite, à un niveau plus gouvernemental, plus dirigeant. Et cela prendrait bien plus de temps, car je pense que ces pays se sont un peu éloignés de l'orbite occidentale. Par exemple, en rejoignant les BRICS, ou peut-être en souhaitant s'impliquer dans l'Organisation de coopération de Shanghai, en concluant des accords avec la Chine, ou même les Saoudiens qui vendent du pétrole à la Chine en renminbi plutôt qu'en dollars américains, ce genre de choses. Il y a donc plusieurs exemples où ces gouvernements sortent déjà du bloc occidental afin de diversifier leurs options. Vous savez, il n'est pas nécessaire de croire qu'au fond, ce sont de mauvaises personnes. Ils cherchent simplement à assurer leurs arrières en tant que pays, en se demandant comment obtenir la sécurité économique et politique. Et il est assez clair qu'un côté de l'équation sur lequel nous comptions entièrement, à savoir les États-Unis et le bloc occidental, représente un véritable handicap. Ils ne peuvent rien offrir. Et vous savez, ils encouragent cette force destructrice qu'est Israël contre nous tous. Mais je pense que ce qui va se passer, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau populaire, qui de toute façon était déjà en quelque sorte, vous savez, antisioniste, et qui le sera désormais encore plus vigoureusement. Cela en soi n'a pas nécessairement beaucoup d'effet sur les politiques gouvernementales dans la région. Mais d'un point de vue purement réaliste, les gouvernements de la région chercheront à couvrir leurs arrières. Et il ferait mieux de s'éloigner de tout cela, car l'ensemble pourrait s'effondrer. Et où se retrouverait-il alors?
Et je pense que cela explique en partie la réaction de l'Iran aux attaques israéliennes. Vous savez, je crois que c'était en juin, non? J'étais agacé et surpris qu'ils se soient arrêtés après 10 ou 11 jours, pensant qu'ils auraient facilement pu en finir. Vraiment. Et je ne sais pas si une partie de leur calcul n'était pas simplement que, s'ils allaient beaucoup plus loin, allaient-ils être directement menacés par les États-Unis, vous savez, avec une grande attaque militaire massive. C'était probablement le cas. Mais ils ne voulaient probablement pas non plus bouleverser complètement toute la région et espéraient pouvoir, vous savez, renforcer leurs relations de manière plus générale avec les autres pays. Et le problème, c'est que, si l'on regarde les divisions au sein de l'islam, en gros, le pays chiite est le seul à s'opposer à Israël, alors que tous les autres, ceux soutenus par les sunnites, sont effectivement du côté de l'Occident. Donc, il faudra beaucoup de temps avant qu'ils puissent vraiment avancer sur ce sujet. Mais je pense que le processus est en cours. Et quand on regarde Israël lui-même, je pense qu'ils ont été rétrogradés en termes de notation de crédit. Vous savez, enfin pour l'amour de Dieu, cela faisait longtemps que ça devait arriver. C'était il y a quelques mois. Mais leur économie est dans un grand désordre, leur armée est dans un grand désordre. Il y a eu beaucoup de suicides et de gens qui partent, etc., etc. Donc ils ont vraiment beaucoup de problèmes. Et aucun des objectifs annoncés par les Israéliens, par le gouvernement Netanyahou, n'a abouti. Et comme le système est tellement fragile, ce n'est pas comme s'ils pouvaient simplement écarter Netanyahou et mettre quelqu'un d'autre à sa place qui serait alors jugé acceptable, parce qu'ils sont tous dans le même état d'esprit. Ils veulent tous massacrer tout le monde à Gaza et en Cisjordanie et procéder à un nettoyage ethnique et tout le reste. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui pourrait être mis en place comme une sorte d'alternative modérée à Netanyahou ou quelque chose de ce genre. Donc malheureusement, cela va prendre beaucoup de temps, mais je pense que ce sont des étapes vers la désintégration de l'entité israélienne. Et, vous savez, ils sont déjà boycottés par beaucoup plus de pays à travers le monde. Cela s'est manifesté, comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises. Vous savez, quand on regarde le transport maritime, le transit des navires à destination et en provenance d'Israël, il s'est effondré et ne s'est pas rétabli, alors qu'en temps normal, on s'attendrait à une certaine reprise après une crise. Il n'y a pas vraiment eu de reprise. Et comme je l'ai dit, c'est un processus lent, et en soi, cela n'aide pas du tout Gaza. Cela ne fait pas grand-chose non plus pour arrêter les annexions en Cisjordanie, ni toutes les autres actions entreprises par les Israéliens. Mais alors qu'il y a quelques mois, on aurait pu dire que les plans israéliens étaient en train de se concrétiser, et qu'ils continuent de promouvoir cette idée de la Riviera de Gaza, transformant le nettoyage ethnique en projet immobilier, en somme. Ces plans semblent désormais bien plus fragiles. Il est plutôt probable que les investisseurs occidentaux n'aient pas envie d'y aller, car ils verraient, même du point de vue de l'opinion publique, qu'il existe une mentalité de boycott suffisante pour empêcher une implication trop importante avec les Israéliens. C'est donc le début d'une désintégration, mais ce n'est malheureusement que le début. Tony, l'un des principaux problèmes aujourd'hui en Europe est la situation en Ukraine. Donald Trump essaie d'une certaine manière de faire quelque chose à propos de l'Ukraine parce qu'il n'est pas satisfait de la situation là-bas. Peu importe que l'establishment aux États-Unis cherche totalement à pousser à la poursuite du conflit. Mais en ce qui concerne l'Europe, comment vois-tu l'Europe aujourd'hui? Je parle des pays les plus importants d'Europe occidentale. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France.
Ces trois pays sont très importants pour les décisions de l'Europe concernant l'Ukraine. Il semble qu'ils veulent l'Ukraine, mais ils savent que la situation en Ukraine leur échappe. Mais ils essayent de créer une sorte de problème permanent pour la Russie dans cette région, même dans la partie occidentale de l'Ukraine, quelque chose de similaire à ce qui s'est passé à Idlib, en Syrie. Ils ont créé cette ville, soutenue par la Turquie, et alimentant ces groupes radicaux islamistes à Idlib. Ensuite, vous savez, le gouvernement Assad a décidé de simplement se désintégrer parce qu'il n'a pas riposté. Assad a simplement quitté la Syrie. Et il n'y a pas eu de confrontation directe entre l'armée syrienne et ses forces, ces radicaux à Idlib. Il me semble que le cas de l'Ukraine est en train de devenir similaire à ce que nous avons eu en Syrie. Ils pensent qu'ils peuvent infliger d'énormes souffrances à la Russie au fil du temps. Quelle est votre compréhension des politiques en Ukraine? What is your understanding on the policies in Ukraine? Je pense que c'est un résumé juste de ce qu'ils veulent faire. Mais bien sûr, la Russie n'est pas la Syrie. Elle est dans une position bien plus forte, militairement, politiquement, idéologiquement, et elle bénéficie d'un large soutien international en dehors de l'Occident, évidemment. Elle a la Chine, l'Inde, même la Turquie aide un peu, bien que la Turquie les poignarde souvent dans le dos aussi. Donc je pense que la politique pour l'Europe, ils doivent se rendre compte, en gros, que l'Ukraine ne peut pas gagner. Peu importe combien d'armes ils leur donnent, ils n'ont pas assez de soldats. Et il y a eu un échange de prisonniers récemment, qui était, vous savez, d'environ 90 contre 1 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du ratio exact, mais c'était de toute façon très important. La Russie a remis environ 1 millier de corps, ou quelque chose comme ça, et l'Ukraine n'a pu en remettre qu'une cinquantaine ou une centaine, vous voyez? Donc l'issue est encore à plusieurs mois. J'espérais que tout cela serait terminé depuis longtemps, mais non. Et je pense qu'il reste encore quelques bons mois, en partie comme je l'ai souligné, et d'autres aussi, parce qu'il y a encore des parties des 4 régions que la Russie a prises qui ne sont pas sous contrôle russe. Donc Zaporizhia et Kherson, et une partie de Donetsk, ils ont pratiquement tout Luhansk. Ce sont donc les 4 régions qu'ils doivent absolument avoir, au minimum. Ensuite, la Russie a essayé de créer une sorte de zone de sécurité ou de zone tampon à la frontière orientale de l'Ukraine, autour de Soumy et Kharkiv. Et ils y sont parvenus dans une certaine mesure. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Jusqu'à présent, les Russes n'ont fait aucune véritable tentative sur Odessa. Je pense qu'Odessa sera la question clé, car Odessa est un port majeur, ou du moins il pourrait l'être, et il l'a été. C'est aussi au centre des plans français et britanniques pour s'implanter en Ukraine. Les Britanniques veulent, vous savez, organiser la sécurité maritime ukrainienne depuis Odessa. Et les Français, sans aucun doute, agissent aussi dans ce sens et cherchent à prendre le contrôle des ressources économiques. Ils ne l'ont pas encore fait et ils hésitent à envoyer des troupes. Donc toute cette histoire de coalition de volontaires est en réalité absurde. Ils n'enverront pas vraiment de troupes. Mais tant que la Russie n'aura pas pris Odessa ou n'aura pas clairement montré que la ville ne sera pas sous contrôle occidental, je pense que cette guerre continuera. En fait, les Russes peuvent dire, et ils l'ont répété à de nombreuses reprises, qu'ils n'accepteront aucune présence de troupes de l'OTAN en Ukraine occidentale. Mais comme ils ont été relativement prudents ces 2 dernières années, et même s'ils ont mené quelques attaques contre l'Ukraine, concernant les troupes françaises qui ont opéré de manière plus ou moins discrète, les Russes sont allés frapper des zones où elles s'étaient regroupées. Mais ils ne l'ont pas fait de façon ouverte. Du genre, si vous avancez d'un pas ici,
boum, vous êtes mort. Ils se sont contentés de déclarations politiques rhétoriques. Et il n'est pas tout à fait certain que l'Occident, c'est-à-dire en réalité la Grande-Bretagne et la France, les prennent entièrement au sérieux. Donc, cela reste encore un peu flou. Et je pense qu'il faudra voir une action plus nette de la part de la Russie pour réprimer toute intervention occidentale dans l'ouest de l'Ukraine. Cela laisse à plus long terme la question épineuse de savoir que faire lorsque qu'une grande partie de la population de l'ouest de l'Ukraine est anti-russe. Ce n'est pas vrai pour la plupart du centre et de l'Est. Donc la Russie peut les prendre sans trop de difficultés, je pense. Mais quand il s'agit des zones autour de Lviv, et vous savez, à l'ouest de Kiev, alors là, c'est un problème. Alors comment vont-ils gérer cela? C'est là que surgissent les questions à plus long terme. Est-ce que ces régions seront prises par la Hongrie, la Roumanie et la Pologne? C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, ce sont des choses qui arriveront bien plus tard, et il est probable que ce soit l'année prochaine, plutôt que dans les mois à venir, avant que cela ne se produise. Tony, Tony, lors du sommet de l'OCS en Chine, nous avons appris l'existence du gazoduc Sibérie 2. Ce gazoduc était censé aller en Europe pour fournir de l'énergie au continent, mais il va finalement en Chine. Comment voyez-vous l'avenir de l'Europe sans l'énergie russe, sans le pétrole russe qui arrive en Europe? Et comment peuvent-ils remplacer l'énergie russe? Je ne sais pas qui d'autre pourra fournir à l'Europe la quantité de pétrole et de gaz dont elle a besoin. Ils pourraient l'obtenir, mais à quel prix? Parce que le gaz russe acheminé par Nord Stream était très bon marché pour eux. Une fois que le pipeline est en place, les coûts de transit réels sont très faibles et le coût unitaire du mètre cube supplémentaire de gaz est dérisoire, vraiment. Mais si vous importez du Moyen-Orient, du Qatar, des Émirats arabes unis ou si vous importez des États-Unis, alors vous allez payer des prix bien plus élevés. Bien sûr, si vous transformez votre gaz en gaz naturel liquéfié, vous avez alors des coûts de traitement en plus des coûts de transit. Cela signifie que le prix de base du gaz est déjà plusieurs fois plus élevé pour les Européens que pour les Américains. Tout ce qui vient du Moyen-Orient pose aussi problème pour eux. Et avec le blocus de la mer Rouge en particulier, cela rend les choses encore plus coûteuses. Il faut contourner toute l'Afrique. Donc je pense que l'Europe pourrait obtenir les ressources énergétiques, mais cela implique un coût élevé, ce qui les rend non compétitifs. Ce qui s'est passé en pratique, et on le constate plus ou moins chaque semaine, c'est que, et cela est devenu encore plus flagrant et évident avec les déclarations de Trump, car lui ne cache rien de tout cela, alors que Biden aurait pu y mettre un peu de vernis. Mais Trump dit, vous savez, venez aux États-Unis, vous avez toutes ces choses merveilleuses, investissez dans le formidable marché américain. Ce genre de discours. C'est donc ce qui se passe. Un certain nombre d'entreprises allemandes et européennes envisagent ou ont déjà déplacé certaines installations de production aux États-Unis. L'industrie allemande s'effondre. L'industrie britannique, il n'y en avait déjà pas beaucoup au départ et il y en a encore moins maintenant. Ainsi, on constate que les chiffres de la production industrielle sont vraiment faibles dans tous ces pays. Ce contexte crée un véritable problème économique pour les entreprises, en particulier en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Donc, s'ils veulent rejoindre le mouvement anti-Russie avec le réarmement et tout ce qui s'ensuit, comment vont-ils pouvoir se le permettre? Déjà, je crois qu'il y a eu aujourd'hui une énorme manifestation à Paris et probablement dans toute la France contre Macron et contre le fait de dépenser de l'argent pour l'Ukraine
tout en réduisant les services sociaux. Et ce genre de choses est un problème plus large dans la politique européenne. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont uniquement des partis qu'on qualifierait de droite, voire de semi-fascistes ou quelque chose dans ce genre, qui s'en emparent vraiment. Ce sont eux qui font tout un scandale à ce sujet, alors que les partis plus centristes ou les partis conservateurs traditionnels continuent d'appliquer les politiques précédentes. Mais cela signifie que l'Alternative für Deutschland en Allemagne, le parti de Le Pen en France et les réformistes au Royaume-Uni reçoivent généralement beaucoup plus de soutien par rapport aux partis politiques établis. Donc, en résumé, cela aboutit essentiellement à une stagnation économique dont ils ne peuvent pas vraiment s'échapper. Une dépendance humiliante envers les États-Unis, qui ne cache même pas le fait qu'ils ricanent dans leur coin en se disant « Vous savez, quels idiots ils sont, on les tient à notre merci ». Et cela engendre toutes sortes de tensions politiques dans leur pays. Il est difficile de dire comment cela va évoluer. Je pense, comme je l'ai mentionné il y a quelque temps lors de notre conversation, que le problème vient de la classe politique actuelle. La classe dirigeante politique en Europe, incarnée par des personnes comme von der Leyen, Kaja Kallas et d'autres du même genre, mais aussi, vous savez, Merz, Macron et Starmer. Ils répètent tous les mêmes choses depuis des mois et des mois. Donc ce n'est pas comme s'ils avaient vraiment changé de discours, et rien n'indique qu'ils vont le faire. Le discours anti-russe, la Russie est une grande menace, nous devons nous réarmer. Tout cela continue d'être fortement mis en avant. Et ils le font. Beaucoup de gens se moquent du réarmement européen, et cela peut sembler un peu ridicule. Ils n'ont pas l'appareil industriel nécessaire. Mais quand on compte une vingtaine de pays, ils ont bel et bien cet appareil industriel. Un peu ici, un peu là. Ce n'est pas un grand système unifié, pas comme la Chine. Si vous voulez produire 1 million de drones par semaine, vous pouvez y réfléchir. Mais chacun en fait un peu. Et ils ont tous beaucoup développé leurs capacités. Ils ont tous multiplié les exercices, dans l'industrie, en mer Baltique, et ils essayent aussi de faire des choses en mer Noire et ailleurs d'ailleurs. Donc les Européens se réarment. C'est une voie stupide, vous savez, désastreuse à suivre, parce que penser que la Russie va reculer est tout simplement ridicule. La Russie ne reculera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut de la guerre en Ukraine, en gros. Donc, la situation reste la même. Il ne s'est pas encore passé assez de choses graves en Ukraine pour qu'ils abandonnent complètement. Ils ont un peu révisé leur position pour penser, plus ou moins comme vous le disiez au début, qu'on pourrait avoir une sorte de cordon de sécurité européen à l'ouest de l'Ukraine. Ils s'accrochent à cette possibilité pour maintenir quelque chose. Mais même cela ne serait pas accepté en fait par la Russie. Et je pense qu'ils prendraient des mesures pour empêcher que cela se produise. Pour moi, Tony, la militarisation de l'Europe est totalement une perte de temps et d'énergie, et elle détruit même l'avenir de l'Europe. Parce qu'au final, à moins qu'ils veuillent faire quelque chose en Ukraine, car il ne sort rien de la militarisation de l'Europe, comment vont-ils bénéficier de cette militarisation? Qui va les attaquer? Qui va les menacer? La Russie n'a pas l'intention de le faire. La Russie ne le veut pas. Le problème de l'Ukraine est différent de celui de l'Europe. L'Europe n'est pas si importante pour la Russie, car regardez l'expansion de l'OTAN. Ils sont arrivés à la frontière de la Russie, au seuil de la Russie, à la porte de la Russie. C'est pourquoi ils sont intervenus en Ukraine. Mais quand il s'agit même de la Pologne, de la Roumanie, de tous ces pays européens, ils ne se soucient même pas de la Finlande.
Le cas de la Finlande est à mon avis quelque peu important pour la Russie, après tout, car ils partagent une frontière commune. Mais même dans le cas de la Finlande, ils essayent de dialoguer politiquement, ils essayent de gérer la situation politiquement jusqu'à présent. Donc, la militarisation de l'Europe va totalement à l'encontre de l'avenir de l'Europe. C'est totalement contraire à la prospérité de l'Europe, à moins qu'ils ne veuillent faire quelque chose de majeur en Ukraine, ce qui, à mon avis, entraînerait une guerre nucléaire s'ils allaient dans cette direction. C'est effectivement la logique. En fait, on s'engage sur une voie où la Russie ne choisirait pas l'option nucléaire d'emblée. Vous savez, même les armes nucléaires tactiques, ils ne feraient pas ça. Du moins, je ne le pense pas. Mais leur doctrine, c'est que s'il y a une menace pour l'existence de l'État russe, alors ils utiliseraient la puissance nucléaire, des armes nucléaires. C'est oui, une politique absurde. Enfin, pas vraiment absurde, parce qu'on peut l'expliquer. En gros, ils considèrent leur position dans le monde comme faisant partie, vous savez, du groupe hégémonique d'après-guerre, essentiellement. Vous voyez, donc le G7, à part le Japon, tous les autres sont les États-Unis et l'Europe. Ils font donc tous partie de ce genre de club impérial. Ainsi, lorsqu'il y a quelques années, von der Leyen parlait de cette menace pour notre mode de vie venant de la Russie, on se demande quoi? Que se passe-t-il? Eh bien, ce qu'elle veut dire, c'est que s'il y a une fissure dans les privilèges et l'hégémonie de l'Europe occidentale, alors c'est un vrai problème. Parce que cela signifie qu'ils ne peuvent plus parader à travers le monde en disant aux autres ce qu'ils doivent faire. Et la difficulté qu'ils rencontrent aujourd'hui, qui s'accentue depuis une vingtaine d'années, c'est qu'économiquement, ils sont bien plus en retard par rapport à la Chine, qui avance à toute vitesse dans tous les domaines. Militairement, ils sont aussi assez en retard. Et tout ce qu'ils ont, c'est ce sentiment de privilège qu'ils veulent préserver. Ils promeuvent cela avec une sorte d'élan anti-russe. Et la situation est aggravée d'une certaine manière par les États baltes, dont la seule chose à vendre est la russophobie. Les Polonais n'aiment pas la Russie depuis très longtemps, donc ils se joignent aussi à tout cela. Mais on voit des fissures. Il y a quelques fissures, peut-être en Grèce, certainement en Slovaquie et en Hongrie. Et en Autriche aussi, ils ne sont pas entièrement satisfaits de toute cette expansion de l'OTAN et de tout ce qui s'y rattache. Donc, toute personne ayant une vision réaliste de la situation voit à quel point cette politique est désastreuse. Et si vous voyagez dans différents pays européens, vous constatez qu'il n'y a franchement pas de quoi s'extasier. Vous savez, des pays comme l'Italie ressemblent davantage à « d'accord, ils sont bons en mode, oui, mais la mode est fabriquée en Asie. Ah, vous êtes bon en design. Oui, mais beaucoup de produits sont fabriqués ailleurs. Et, à part ça, qu'avez-vous à vendre? Le tourisme. Donc vous comptez sur de vieux monuments et ce genre de choses pour attirer les touristes, ce qui est en réalité une politique économique absurde. Mais ils n'ont eu aucune politique du tout. Je me souviens être allé à une grande conférence européenne sur la technologie en 2019, je crois que c'était en 2018 ou 2019, et il est devenu évident qu'ils étaient inquiets à propos des États-Unis à cause de la domination des grandes entreprises technologiques américaines, Apple, Facebook et tout ce qui concerne l'informatique. Et ils étaient préoccupés par la Chine, qui connaît clairement une croissance très spectaculaire, mais ils n'avaient rien à proposer. Et là, ils ont 19 ou 20 pays, de nombreuses langues différentes, et malgré le soi-disant marché unique, il existe de nombreuses divisions et différences entre eux concernant les qualifications professionnelles et ce genre de choses.
Et oui, ils n'ont franchement rien à offrir. Vous savez, il y a bien quelques entreprises ici et là qui s'en sortent, mais elles se rendent compte ensuite que les États-Unis ont imposé des restrictions à ce qu'elles peuvent faire. Par exemple, ASML, le producteur néerlandais en situation de monopole des machines de lithographie ultraviolette extrême, ne peut plus vendre à la Chine. Pourquoi cela? Est-ce une décision néerlandaise? Eh bien non, c'est une décision américaine imposée aux Néerlandais. Donc, on se retrouve avec ce genre de situation où ils n'ont aucune indépendance politique pour soutenir leur force et leur indépendance économique non plus. Donc, il n'y a qu'une seule direction possible pour eux. C'est la chute, franchement. Tony, before wrapping up, Tony, avant de conclure, nous avons eu le cas de l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis. Et Donald Trump est intervenu en accusant la gauche radicale. On a entendu le même genre de rhétorique de la part de la vice-présidente des États-Unis. En regardant l'Occident d'aujourd'hui, comment percevez-vous la droite et la gauche? À votre avis, reste-t-il encore quelque chose de la droite et de la gauche dans la société? Right and left in the society, in your opinion? These terms are pretty meaningless, frankly. Ces termes sont assez dénués de sens, franchement. Ils remontent ironiquement à la Révolution française, lorsque c'était le côté gauche et le côté droit de l'Assemblée en France. Au mieux, ce que gauche signifiait, du moins pour ceux qui accédaient au gouvernement, c'était une certaine intervention de l'État, un contrôle étatique, des dépenses sociales, ce genre de choses. Donc, c'était la soi-disant gauche, tandis que la soi-disant droite était plus ou moins en faveur du marché libre. Mais le marché libre signifiait toujours des subventions pour les entreprises privées. Ce n'était donc pas si libre que ça au final. Et l'un des problèmes, c'est qu'une grande partie du discours politique est complètement polluée par le bavardage américain. American blabbing. You know, these are the people, you know, Vous savez, ce sont ces gens-là, les républicains américains, qui traitaient Obama de marxiste, par exemple, il y a quelques années. Mais vous savez, ils parlent de la gauche radicale et tout ça. De quoi parlent-ils? Ces soi-disant gauchistes radicaux, la plupart d'entre eux sont aussi pro-sionistes, comme Bernie Sanders, et des gens comme lui, ou Alexandria Ocasio-Cortez, je crois que j'ai bien retenu son nom. Et donc vous voyez, ce genre de nationalisme américain sioniste, l'Amérique d'abord, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a de radicalement à gauche là-dedans? Et puis, s'ils veulent regarder des groupes en dehors de ça, que ce soit des manifestants, des protestataires, peu importe, il n'y en a en fait pas tant que ça. There aren't that many of them, actually, and some of the bigger demonstrations have been, you know. Et certaines des plus grandes manifestations ont été, vous savez, des gens armés de fusils, de carabines, voire de mitraillettes, qui sont d'extrême droite. On ne pourrait pas dire qu'ils étaient de gauche. Je pense que l'affaire Charlie Kirk, il y a encore des informations fiables à venir à ce sujet. Il y a beaucoup de choses étranges autour de cette histoire, bien sûr. Vous savez tout, des gestes de la main suspects de la part des gardes du corps à l'arrière de la scène, à ce type qui voulait prétendre qu'il avait commis l'acte afin de permettre au véritable auteur de s'échapper. Donc c'est un peu bizarre. Mais le véritable contexte, c'est une société atomisée, extrêmement violente, où sortir une arme et tuer quelqu'un est devenu presque banal. Kind of a normal thing to do. Well, you know, I'm exaggerating, but basically. Eh bien, vous savez, j'exagère un peu, mais en gros, le taux de meurtre aux États-Unis est de toute façon assez élevé. Et vous savez, tous ces meurtres ne seront pas qualifiés d'assassinat, mais dans un sens politique. Ce seraient des assassinats. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de tuer quelqu'un pour de l'argent ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose qui... L'angle intéressant, je dirais, juste un dernier point, c'est que beaucoup de gens attribuent cela à quelque chose qu'Israël aurait fait. Je n'en ai aucune idée. Je regarde toutes les rumeurs et histoires à ce sujet, et on pourrait dire qu'ils avaient un intérêt à se débarrasser de lui.
parce qu'il commençait à se retourner contre le soutien à Israël de façon aussi véhémente. Supporting Israel so vehemently. But the fact that it's become an issue. Mais le fait que ça soit devenu un sujet dans les discussions publiques sur Internet est à mon avis un signe intéressant qu'il existe probablement davantage de sentiments anti-israéliens. Peut-être pas anti-sionistes, mais plutôt une réticence à l'idée qu'il y ait une grande influence exercée sur tout aux États-Unis par les Israéliens, en gros. Et cela semble contaminer une bonne partie du mouvement MAGA, en dehors de toute autre personne aux États-Unis. Donc, je pense que c'est de façon symptomatique un angle intéressant sur ce qui pourrait être un petit changement politique, dans un sens populaire, au sein de la population américaine contre le genre de mantra pro-Israël qui existe depuis des décennies. Pro-Israel mantra that there's been for decades. Thank you so much. Merci beaucoup, Tony, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Yeah, thank Oui, merci beaucoup. À bientôt. See you soon. Bye-bye. Au revoir. Vous.